Do I have everybody's attention now? Yo, c'est Zakachatrap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review tant attendu de AEW Full Gear. Je vous l'avais annoncé hier dans ma review de Monday Night Raw. Aujourd'hui, je vous fais une review de AEW Full Gear parce que ça le nécessite. Et dorénavant, je ferai une review de tous les gros shows AEW. Donc le prochain show AEW arrivera au mois de février. Je regarderai le weekly, mais je ne les commenterai pas. Et ensuite, je vous en parlerai dans des vidéos où on retracera les rivalités et les matchs qui ont lieu en pay-per-view. On commence tout de suite avec un match de finale de tournoi désignant le prochain challenger au titre de Jon Moxley au mois de février. Donc match entre deux anciens champions par équipe qui s'affrontent dans un affrontement ultime. Kenny Omega contre Hangman Page aka Adam Page. Très bon match, très bon match, très bon opener, ça m'a mis directement dans le truc. Je vais vous expliquer la finale. Kenny Omega évite de justesse une close line de Adam Page et ensuite il enchaîne avec son V-Trigger enchaîné d'un One Wing Angel pour sa victoire. Donc Kenny Omega qui se met en bonne position, qui se met en position de challenger numéro 1 au titre de Jon Moxley. Et cette rivalité va continuer. Et le truc c'est de savoir qui sera le face, qui sera le heel, puisque Kenny Omega a un comportement plus que douteux en ce moment. Donc ce sera extrêmement intéressant à voir ça, l'évolution de Kenny Omega en 2021 bien sûr. On enchaîne ensuite avec un match John Silver contre Orange Cassidy. Bon, c'était un match un peu humoristique. Comme c'est si bien le faire Orange Cassidy. À un moment t'as John Silver, parce que Orange Cassidy, son gimmick c'est de mettre des mains dans les poches et de faire des moves les mains dans les poches avec sa paire de lunettes. À un moment John Silver arrache les poches de Orange Cassidy. Victoire finalement de Orange Cassidy avec son Big Break Cassidy. Et ça fait plaisir de voir des matchs qui se finissent clean, qu'il n'y ait pas toujours des interventions à gogo, non, c'est des matchs, des capacités sportives, c'est des capacités, c'est des vraies démonstrations de catch, et ça fait plaisir de voir des matchs qui se terminent clean. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre TNT. Cody Rhodes défendait son titre contre Darby Allin. Darby Allin arrive en cassant son skate sur une voiture. Cody Rhodes arrive gros centré comme d'habitude avec sa femme et la Nightmare Family. Donc Arn Anderson, son frère Dustin Rhodes et tout le toutine. Pour la première fois, l'arbitre qui est autre que Maki Oda, annonceur, arbitre légendaire de la WWE, annonce son nom parce que Cody Rhodes a pu récupérer son nom, les droits sur son nom à la WWE. Il annonce Cody comme étant Cody Rhodes, donc Cody qui récupère son nom. Le match, l'histoire du match, c'est que Cody Rhodes a l'ascendant en tout point sur Darby Allin, plus puissant, plus grand, plus d'expérience. Mais Cody Rhodes commence vraiment à prendre Darby Allin à la légère. On dirait que Cody Rhodes joue les heels dans cette rivalité alors qu'il est face. Et à un moment donné, t'as même Arn Anderson qui reprend alors Cody Rhodes et qui lui dit que, hey, gros, petit, passe à la deuxième parce que là, Darby Allin, il peut prendre l'ascendant à tout moment. À un moment donné, t'as Cody Rhodes, bon, vous avez dû voir les images ont tourné, qui fait un avalanche crossroads. C'était très impressionnant de la troisième corde sur Darby Allin, mais Darby Allin réussit in extremis. En fait, il tombe vers les cordes et Cody Rhodes lui fait un compté, mais que Darby Allin est à côté des cordes, donc il met les pieds sous les cordes. À un moment donné, tout semblait perdu sur Darby Allin, mais il réussit à faire un roll-up à Cody Rhodes pour devenir le nouveau champion TNT. Vous avez bien compris, Darby Allin devient le nouveau champion TNT. Bon, c'est un match qui était très bien, c'était très agréable à regarder, mais pour moi, Cody Rhodes aurait dû gagner sur l'avalanche crossroads. Je n'aime pas les kick-out sur les finishers. Pour moi, un finisher terminé. Et là, un super finisher, un avalanche crossroads, pour moi, le match est terminé. Donc après le match, Cody Rhodes remet la ceinture à Darby Allin, il se met carrément à genoux et il offre le trophée suprême de la mid-card de AEW à Darby Allin. Et ensuite ils sont interrompus par Taz qui fait une promo. Et donc il prend l'attention de Darby Allin et Cody Rhodes. Mais ensuite Darby Allin et Cody Rhodes se font attaquer par derrière. En fait Taz a fait une diversion pour que Ricky Starr et Brian Cage viennent agresser Cody Rhodes et surtout Darby Allin. Ils explosent Darby Allin et ensuite Cody Rhodes essaie de venir défendre Darby Allin. Ils vont à l'extérieur du ring, mais il se fait agresser aussi. Il se fait éliminer par Ricky Starr et de Brian Cage. Et ensuite ils le mettent sur la voiture. Brian Cage et Ricky Starr mettent Darby Allin sur la voiture, le capot de la voiture avec laquelle il est arrivé, et se prépare à lui exploser le bras avec la portière. Mais il est sauvé par Will Hobbs. Donc c'est une affaire à suivre. Je pense que c'est plutôt Brian Cage. Ils en avaient après Darby Allin puisqu'ils l'ont agressé.
Et après, pour moi, après le titre TNT, je pense que Brian Cage se positionne en tant que challenger numéro 1 au titre TNT. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre féminin de AEW. Hikaru Shida contre Nyla Rose accompagné de Vicky Guerrero. C'était un match pour... je sais pas, on aurait dit un match sans disqualification, puisque Vicky a frappé Hikaru Shida avec un kendo stick. Et l'arbitre, quand les filles sont à l'extérieur du ring, l'arbitre ne fait pas le count-out correctement. Elle le fait, mais elle le fait pas correctement. Nyla Rose bosse sur la jambe gauche de Hikaru Shida. L'arbitre est clairement mauvaise. L'arbitre est très très mauvaise. L'arbitre de ce match, je n'ai jamais vu une arbitre aussi incompétente quoi. La meuf, elle fait trop la meuf choquée, donc elle voit des moves. La meuf, elle voit une souplex, elle se met les mains sur la tête. Elle voit un coup de pied dans le ventre, elle se met les mains dans le bide. Eh gros, attends, calme-toi. T'es pas catcheuse, t'es arbitre, reste à ta place. Arrête de vouloir vouloir sell. Arrête de vouloir sell et fais ton boulot. Je vais vous expliquer la fin du match. À un moment donné, t'as Hikaru Shida qui met une série de coups de genou. Non, Hikaru Shida met un coup de genou à Nyla Rose pour la victoire. Elle met elle lui met en gros une série de coups de genou et réussit à venir à bout de Nyla Rose. Mais ce match-là, bon, c'était pas la division féminine de AEW, c'est pas le top, c'est pas NXT. Hein. Pour moi, au monde, le top féminin, ça se trouve à NXT. C'est clair et c'est net. Il n'y a même pas de discussion possible au niveau des matchs féminins. C'était un petit peu laborieux pour moi. Bon, Hikaru Shida, ça va. Nyla Rose, bon, j'ai pas trouvé qu'elle faisait le taf. Franchement, je vous dis honnêtement, j'ai pas trouvé qu'elle faisait le taf. À un moment donné, t'as Nyla Rose qui passe une powerbomb à Hikaru Shida. Elle fait le compter, elle fait le compter, elle peut aller jusqu'à 3, mais elle soulève la tête d'Hikaru Shida. À un moment donné, Hikaru Shida fait un Falcon Arrow sur Nyla Rose. Elle peut avoir la victoire, mais elle relève la tête de Nyla Rose. Je suis désolé, quand tu veux un titre, non, 1, 2, 3, terminé. Tu cherches pas à essayer de te la crâner. Non, c'est pour un titre, c'est pas un match normal. Donc tu fais pas ça. Donc j'ai pas trouvé ça très... Moi c'est pas ce que j'aurais fait. La logique des choses ne voulait pas ça. On enchaîne ensuite avec les Young Bucks face à FTR. Les deux meilleures équipes du monde s'affrontent, hein. Dash Hartwood et Cash Wheeler, c'est clairement les Brainbusters, hein. Arn Anderson et Teddy Blanchard et Matt et Nick Jackson sont pour moi les Rockers. Donc Shawn Michaels et Marty Jannetty, c'était extrêmement bon. C'était extrêmement bon. Il y a eu beaucoup d'hommages à des équipes légendaires. À un moment, FTR fait un Heart Attack en hommage à Heart Foundation. À un moment donné, t'as les Young Bucks qui font un Twister Fight enchaîné d'un Sweaton. À un moment donné, ça a été que ça. Hein. À un moment donné, FTR fait même la prise de finition de DIY Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Le coup de genou et le coup de super kick en même temps. Le final du match, c'est que Cash Wheeler, donc... je crois que c'est Scott Dawson, je crois, des Revival. Parce que le FTR, faut savoir que c'est les anciens Revival de la WWE. Tente un 450 splash, hein, un Cash Wheeler, hein, tente un 450 splash, alors que d'habitude c'est quelqu'un de très technique. Eux ils ont un catch très à l'ancienne, très old school, très à l'ancienne. À un moment donné, ils tentent un 450 splash sur Matt Jackson qui esquive et place un super kick, hein, la marque de fabrique des Young Bucks pour la victoire. Donc nouveau champion par équipe. Matt et Nick Jackson réussissent à devenir champion par équipe. Mais j'ai remarqué que Matt Jackson commençait des fois à péter un câble. À un moment donné, il prend une chaise. C'est pas la première fois que je vois ça. Il avait déjà fait ça l'année dernière dans un show. Il avait déjà fait ça contre Omega et Hangman Page. Il avait fait ça. Il avait fait un truc où il avait complètement vrillé. Donc il prend une chaise. Il veut frapper Scott Dawson. Excusez-moi, parce que moi j'alterne avec les noms de WWE. J'alterne. Celui qui est chauve, Scott Dawson. Et t'as Cash Wheeler. T'as Cash Wheeler qui lui dit non, faut pas le faire. Non, t'as son frère, Nick Jackson, excusez-moi, qui dit à Matt Jackson qu'il faut pas le frapper avec une chaise. Et Scott Dawson, et finalement, il finit par jeter la chaise. Donc, peut-être un début de dissension entre les Young Bucks. Ils n'ont jamais eu de combat 1 contre 1, je crois. Jamais. Ils ont toujours protégé cette affiche. Donc, on y aura peut-être droit à l'affiche des deux frères, Matt et Nick Jackson à AEW. Et ensuite, à la fin du match, Kenny Omega vient fêter avec eux. Mais t'as Hangman Page qui est parce qu'il fait partie aussi de The Elite, hein, c'est un groupe The Elite. Hangman Page qui reste sur le stage, il reste au loin en fait. Et il regarde, il veut venir mais il hésite à venir, mais finalement il ne vient pas. Il reste juste sur le stage, ça se voit qu'il est un peu dégoûté. Donc Hangman Page qui affirme, depuis qu'il arrive à AEW, on voit qu'il opère une séparation avec Being The Elite. On enchaîne ensuite avec Matt Hardy contre Sammy Guevara. Alors là,
ça a été un bordel. Ça s'est passé à l'extérieur, sur des rings, dans un garage, et ensuite au bord d'un précipice. Oh là là. T'avais Gangrel là, la version blanche de l'Undertaker. T'avais Hurricane Helms, à un moment donné, il se prend un super kick par... Ils sont sur une sorte... Je vous dis direct, hein. Matt Hardy, Sammy Guevara, j'ai fait une avance rapide. Je vais pas vous mentir, je n'aime pas les matchs scénarisés comme ça. Je n'aime pas. Clairement, j'ai pas envie de parler de midi à 14h. Je n'aime pas ce genre de match. T'as à un moment donné, Hurricane Helms. Ça m'a fait plaisir par contre de le voir. Qui arrive pour défendre son ami, Matt Hardy. Il se prend un super kick par Guevara, il passe par-dessus c'était une sorte de précipice, il tombe dans le haut. Et ensuite il revient en mode Shane Helms, hein, en mode normal. Et ensuite il demande, avec un micro, il demande un truc à Guevara. Guevara lui remet un super kick et le balance par-dessus c'était une sorte de précipice. Et ensuite à Matt Hardy, bon à la fin du match ils sont dans une sorte de garage. Matt Hardy en finit avec Sammy Guevara avec un concerto. Mais sauf que la tête de Sammy Guevara n'est pas sous une chaise, et carrément sous le béton. Il saigne carrément du crâne et ensuite il le met dans une poubelle et il part dans un camion. Bon, les matchs scénarisés, vous savez très bien que j'aime pas du tout ça. Donc why not? C'était vraiment un vent pour... Si j'aurais regardé le show en direct, ça m'aurait saoulé. Ça m'aurait vraiment saoulé parce que ces matchs-là, généralement, ils veulent faire de l'overbooking. Et l'overbooking, franchement, ça va 2 secondes quoi. On enchaîne ensuite avec MJF qui faisait face à son miroir Chris Jericho. Et si MJF gagne, il rentre dans le Inner Circle. Chris Jericho, son entrée, c'est un plaisir de ouf de la regarder. Et ça se voit qu'il prend plaisir de ouf à la faire. Donc il arrive avec sa musique Judas. Il arrive sur le ring. La musique se coupe et tout le monde chante a cappella. Tout le monde chante a cappella, ça se voit que Jericho il en avait les larmes aux yeux, tellement que ça lui faisait plaisir quoi. À chaque fois ça fait ça, tout le monde chante la musique parce qu'elle est bien, faut dire ce qu'il est. Bon clairement Jericho est le face du match. Chris Jericho qui est vraiment extrêmement impressionnant malgré qu'il ait pris du poids, il est vraiment impressionnant. Il a fait carrément un Frankensteiner de la 3ème corde sur MJF. Ceux qui savent pas ce que c'est un Frankensteiner, c'est une sorte de Huracan Rana mais droit. Ensuite ça se voit qu'il en a encore sous capot. À un moment donné, t'as la caméra qui est... J'ai remarqué aussi que les caméras étaient directement intégrées sur le coin opposé. Donc, ce qui faisait qu'on voyait vraiment en détail ce qui se passait sur la 3ème corde. Très bonne idée de la AEW. En fait, la AEW, ce que j'aime bien, c'est qu'ils font des trucs que la WWE ne font pas. Ils essayent de se créer une identité à eux, en fait. Ils essayent pas de faire pareil. Ils essayent de se créer une identité. À un moment donné, à la fin du match, t'as Wardlow qui arrive, qui donne une bague à MJF. MJF veut frapper Jericho avec. Mais pendant tout ça, l'arbitre est en train de parler à MJF en fait. Jack Hager arrive, passe une batte, enchaînement, Jack Swagger à la WWE, donne une batte à Chris Jericho. Que MJF, voyant qu'il fait pas le poids face à la batte de Chris Jericho, il s'écroule. Et il fait Eddie Guerrero, il s'écroule, l'arbitre se retourne, il voit Jericho avec sa batte et parle. Et ensuite, MJF l'arbitre demande à Jericho de jeter sa batte. Et pendant ce temps-là, MJF se relève, passe un schoolboy, victoire de MJF. Et que Jericho admet sa défaite, serre la main à MJF, le prend dans ses bras et ils repartent ensemble. Plus unique que jamais, MJF qui inclut l'Inner Circle pour foutre sa merde. L'arbitre elle est vendue comme une grosse conne parce que MJF se prend un coup de batte dans la gueule. Il fait nous Eddie Guerrero, mais il arrive à se relever en 1 seconde et quelques pour faire un schoolboy. Ils auraient pu quand même attendre. Parce que là, en fait, il se prend un coup de batte dans la gueule. L'arbitre se retourne. Elle voit Jericho avec la batte. Déjà, elle ne disqualifie pas Jericho. Jericho n'a même pas le temps de jeter la batte que MJF lui fait un schoolboy 1, 2, 3 terminé. Bon, ça, la logique, c'est un petit peu à revoir. On enchaîne ensuite avec Eddie Kingston qui fait face à Jon Moxley. Je connaissais pas du tout Eddie Kingston, pour être très honnête avec vous. Je connaissais pas du tout. T'as Jon Moxley qui nous fait une entrée à la Goldberg, mais sauf qu'il arrive par les tribunes. Eddie Kingston, franchement, il ressemble à un homosexuel refoulé quoi. Avec ses sourcils refaits, ses sourcils tracés, je sais pas quoi. Il ressemble vraiment à un homosexuel quoi. Il est pas présentable quoi. Avec son bite qui dépasse, son petit Marcel vert et son gros short. Mais c'est pas possible quoi. Le mec, j'arrivais pas à croire qu'un mec comme ça. Je suis quelqu'un de très attention. Je fais très attention aux tenues de ring, de catcheur. Là, c'est zéro pointé quoi. Je sais pas ce que ce mec là fout en main event quoi. Donc ce match était un match hardcore. C'était un match hardcore soumission. Les deux se mettent à saigner. À un moment donné, t'as Kingston qui se fait une sorte de point américain standard avec des fils de fer barbelés. Frappe Moxley avec. Bon, y a pas vraiment de match. Hein. C'est spot sur spot. C'était violent. T'as un moment, t'as Kingston qui sort des punaises. Et ensuite, il se prend une German suplex. Et ensuite, en fait, il y a une double German suplex. Il sort les punaises.
Ils se font une double German suplex, mais Jon Moxley réussit à prendre l'avantage avec une clothesline. Kingston met Moxley réussit à mettre Moxley sur les punaises avec une belly to belly suplex. Et ensuite il enchaîne avec Jon Moxley était sur le ventre et il sort de l'alcool et il met ça sur le dos de Jon Moxley, hein, donc de l'alcool sur des plaies ouvertes. Je vous laisse imaginer la douleur, alors qu'il vient de se bouffer des punaises derrière le dos. Et ensuite, bon, la finale, c'est que Jon Moxley réussit à passer son paradigm shift et ensuite lui fait un collier de tête accompagné le fil de fer barbelé qu'il avait entouré autour de son bras. Et Eddie Kingston finit par abandonner. Jon Moxley reprend son titre, garde son titre AEW. Et ensuite, après le match, Jon Moxley veut relever Eddie Kingston en signe de respect, mais Eddie Kingston refuse et repart bredouille, hein, et avec son gros bide et ses sourcils refaits. Ensuite, c'est Kenny Omega qui vient faire face à son plus grand ennemi du moment, Kenny Omega contre Jon Moxley. La rivalité se fera pas maintenant parce que le prochain show AEW est au mois de février. C'est 4 mois, je crois que c'est 4, ils ont 4 ou 5 pay-per-view dans l'année, je crois. Ils en ont pas tant que ça. Donc dès qu'ils en ont, ils mettent le paquet. Ça va être très intéressant de voir ce qui se passe à la suite. Je vais regarder les épisodes de Dynamite et je vais me renseigner. Et voilà, c'est ce que je pensais de AEW Full Gear. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!